Je m'appelle Nathalie Harper. J'ai 32 ans. Et pendant longtemps, j'ai cru que ma vie était stable. Pas parfaite, pas prestigieuse, juste stable, prévisible d'une manière qui permet de mieux respirer la nuit. Je travaillais dans le conseil financier. De longues heures, des délais serrés, des feuilles de calcul qui disaient des vérités inconfortables que la plupart des gens préféraient ignorer. C'était bien payé. Cela exigeait de la discipline, et cela a façonné ma vision du monde. Les chiffres ne mentent pas, contrairement aux gens. J'étais avec mon petit ami, Ethan Brox, depuis environ 14 mois. Nous nous étions rencontrés lors d'un barbecue chez un ami commun. Des gobelets en plastique, des hamburgers trop cuits, le genre de soirée d'été paresseuse où les conversations semblent naturelles. Ethan était charmant sans trop essayer, drôle, observateur. Il travaillait dans la stratégie marketing, ce qui signifiait qu'il parlait des marques comme je parlais des bilans comptables. Nous nous sommes installés ensemble après 10 mois. Peut-être trop vite, mais à l'époque, cela semblait juste. Ou du moins, je voulais que ce le soit. Ethan avait ce groupe d'amis de l'université. 5 femmes, toutes âgées de la fin de la vingtaine au début de la trentaine, toutes soudées, toutes intimidantes de cette manière nonchalante et étudiée. Elles s'appelaient elles-mêmes le coven. Il disait cela en plaisantant, comme si c'était mignon, inoffensif. Je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance au début. Je les avais rencontrées quelques fois. Des anniversaires, des dîners de groupe, une soirée jeu gênante où j'avais eu l'impression d'être une invitée dans la propre vie de mon petit ami. Elles étaient polies en surface, des sourires qui n'atteignaient pas tout à fait leurs yeux, des compliments qui tombaient juste une seconde trop tard. Un groupe d'amis protecteurs, me disais-je, c'est normal. Mais j'ai commencé à remarquer autre chose. Chaque fois qu'Ethan rentrait après avoir passé du temps avec elle, il était différent. Pas en colère, pas froid, juste légèrement décalé. Il faisait de petites remarques, ma façon de m'habiller, ma façon de donner la priorité au travail, le fait que je n'étais plus aussi ambitieux ces derniers temps. Il me demandait pourquoi j'aimais encore mes passe-temps, comme s'il s'agissait d'indulgences puériles au lieu de choses qui me permettaient de garder la raison. La première fois que j'en ai parlé avec douceur, il a ri. « Tu réfléchis trop », a-t-il dit. « Elles sont juste directes. C'est leur façon de montrer qu'elles s'intéressent à toi. » J'ai laissé couler. Je n'aurais pas dû. Puis vint le vendredi soir. Ethan m'a dit que le coven voulait faire un dîner de groupe dans un restaurant italien chic du centre-ville, chez Milos, l'un de ces restaurants où la lumière est tamisée, les menus épais, et où rien sur la liste des entrées ne coûte moins de 18 $. Il m'a demandé si je voulais venir. J'ai dit oui. Je me suis dit que si je passais plus de temps avec elle, les choses s'amélioreraient peut-être. Peut-être qu'elle finirait par me voir comme plus qu'un simple accessoire dans la vie d'Ethan. C'était mon erreur. Nous sommes arrivés vers 19 h. La réservation était au nom de Samantha Reed, la chef officieuse du groupe. Elle travaillait dans la technologie et se comportait toujours comme si elle avait 5 étapes d'avance sur tout le monde. La table était déjà à moitié pleine. Samantha, Lorraine, Mia, Jenna. La 5e membre, Olivia, était en retard. Dès que je me suis assise, l'énergie a changé. Samantha m'a adressé un sourire crispé. « Oh » a-t-elle dit, « tu es venue ? Comme c'est gentil. » Ethan ne l'a pas remarqué ou a choisi de l'ignorer. Il a immédiatement entamé la conversation avec Lorraine, riant comme si tout était normal. J'ai commandé une bière et j'ai essayé de faire la conversation. Des réponses d'un seul mot, des téléphones consultés en pleine phrase, des regards qui glissaient sur moi comme si je n'en valais pas la peine. Quand Olivia est enfin arrivée 20 minutes plus tard, elle a serré tout le monde dans ses bras, sauf moi. Les entrées sont arrivées, le vin a suivi, puis encore du vin. Ethan en était à son 2e verre avant que notre plat principal n'arrive, riant bruyamment à tout ce que Samantha disait. C'est là que les remarques ont commencé. « Alors » a dit Samantha en faisant tourner son vin dans son verre et en me regardant droit dans les yeux. « Ethan dit que tu es toujours dans le même cabinet que lorsque vous vous êtes rencontrés. Pas de promotion ?» J'ai gardé une voix stable. « J'ai eu une augmentation l'année dernière. Tout va bien. » « Une augmentation ?» a-t-elle répété, comme si je lui avais dit que j'avais gagné une image à l'école. C'est mignon. Ethan n'a pas dit un mot. Quelqu'un a mentionné mes loisirs. Quelqu'un d'autre a ri. Au moment où le plat principal est arrivé, ma mâchoire me faisait mal à force de feindre des sourires. L'humiliation était lente, délibérée. Et quand l'addition est enfin tombée sur la table, 847 $, je savais déjà que cette nuit allait tout changer. Car c'est à ce moment-là qu'Ethan s'est penché et a chuchoté. Si les blagues de mes amis te dérangent, tu n'as qu'à partir. Mais paye ta part. J'ai souri, et ce sourire a été la dernière chose que je lui ai jamais donnée gratuitement.
Je n'ai pas claqué la porte en rentrant chez moi. Je n'ai rien jeté. Je n'ai pas pleuré dans le couloir comme dans une scène de film dramatique. Je suis entrée dans l'appartement que nous partagions tranquillement, comme si je visitais la vie de quelqu'un d'autre. Les lumières du salon étaient éteintes. L'air sentait légèrement la bougie qu'Ethan insistait pour allumer chaque soir. Cèdre et quelque chose de trop sucré, comme si elle essayait de masquer ce qui était pourri en dessous. Je suis allée directement dans la chambre. J'ai sorti un sac de sport et j'ai commencé à faire mes bagages avec le genre de calme mécanique que je réservais habituellement aux feuilles de calcul de crise. 2 jeans, des vêtements de travail, des articles de toilette, mon ordinateur portable. Le seul moment où mes mains ont hésité a été quand j'ai vu le sweat à capuche d'Ethan plié soigneusement sur ma chaise. Celui que je lui volais les matins de froid. Je l'ai fixé 2 secondes de trop. Puis je l'ai écarté et j'ai continué à faire mes valises, car la vérité était que le vendredi soir n'avait rien commencé. Il avait exposé ce qui était déjà là. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai regardé mon téléphone. 4 appels manqués d'Ethan. Un SMS. Tu es où? Tu es sérieuse là? Un autre. Tu es puérile. Ma poitrine s'est serrée, non pas parce qu'il me manquait, mais parce que le ton était si familier. Pas inquiet, pas confus, juste irrité, comme si je l'avais incommodé. J'ai éteint mon téléphone et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi sans avoir l'impression de devoir prouver ma valeur à qui que ce soit. Le lendemain matin, la lumière du soleil a frappé la chambre d'amis chez Chris et Amy comme une accusation. Il m'a fallu une seconde pour me rappeler où j'étais. Puis, mon téléphone, toujours face contre terre sur la table de nuit, a commencé à vibrer comme s'il était possédé. Je l'ai allumé et j'ai regardé l'écran s'éclairer. 23 appels manqués. SMS après SMS après SMS. Le nom d'Ethan s'empilait comme une étiquette de mise en garde. J'ai ouvert les messages. 23h07. Tu m'as fait honte. 10h03. Je n'arrive pas à croire que tu sois parti comme ça. 2h51. Il faut qu'on parle. 8h58. Tu m'ignores? 9h02. C'est de la folie, Nathalie. 9h05. Réponds à ton téléphone. Mon estomac ne s'est pas noué de peur. Il s'est noué en réalisant qu'il ne m'avait pas demandé une seule fois si j'allais bien. Il n'avait pas demandé pourquoi j'avais été si silencieuse pendant le dîner. Pas une seule fois il n'avait dit « Est-ce qu'elles t'ont blessée ?» Tout tournait autour de lui, sa honte, son désagrément, son image. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, puis j'ai tapé un message « Je suis chez Chris. J'ai besoin d'espace. » Le téléphone a sonné instantanément. Chris, depuis la cuisine en bas, a crié « Ça va ?» Oui. Ai-je menti, la voix serrée. Je gère, ai-je répondu. Ethan n'a même pas dit bonjour. C'est quoi ton putain de problème? A-t-il lâché. J'ai fermé les yeux et j'ai compté jusqu'à 2. Mon problème? Ai-je dit calmement. Tes amis m'ont traité comme de la merde toute la soirée, et tu as ri avec elles. Elle plaisantait, a-t-il rétorqué. Mon Dieu, tu es tellement dramatique. 3 heures de blague, ai-je demandé. Ethan, ce n'était pas des plaisanteries. C'était de l'humiliation, et tu as laissé faire. Il y eut un silence. Puis sa voix devint plus froide, comme s'il était passé à la version de lui-même qu'il utilisait quand il voulait gagner. Et tu as fait une scène pour l'addition. J'ai fait une scène. Mon rire est sorti sec, sans humour. J'ai payé ce que j'ai mangé. Je n'ai pas pris de vin. Je n'ai pas pris de dessert. Pourquoi paierais-je pour 3 bouteilles de vin que je n'ai pas bu? C'est ce que font les adultes, a-t-il dit. La même phrase que Samantha utilisait, comme s'ils avaient tous répété. On ne chipote pas pour quelques dollars. Je ne suis pas les gens pour elle, ai-je dit. Je suis une cible. Tu prends ça personnellement. Je suis une personne, Ethan. Bien sûr que c'est personnel. Un autre silence. Puis la phrase qui m'a glacé le sang. Tu m'as laissé là-bas pour couvrir ta part. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Quoi? Après ton départ, a-t-il dit, comme si c'était l'évidence même, nous avons recalculé. Tout le monde devait quand même payer à parts égales. Mais comme tu n'as laissé que $50, quelqu'un a dû couvrir la différence. Mon cœur a bondi. Et tu es en train de dire que ce quelqu'un, c'était toi? Oui, a-t-il dit, amer. J'ai fini par payer presque $200 à cause de toi. Pendant une seconde, j'ai juste fixé le mur. Puis j'ai ri. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Ce n'était pas drôle, c'était absurde. Ethan, ai-je dit lentement, ce n'est pas mon problème. Tu es incroyable. Non, ai-je corrigé, d'une voix plate.
Je ne suis juste pas ton distributeur automatique. Il a expiré bruyamment, comme si je l'avais giflé. Samantha m'envoie des SMS sans arrêt, a-t-il continué. Elle dit que tu es. Je l'ai coupé. Dis à Samantha qu'elle a raison, ai-je dit. Dis-lui que je suis exactement ce qu'elle pense. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que j'ai fini de subventionner son vin pendant qu'elle se moque de moi en face. Il est resté silencieux un instant, puis d'une voix basse et furieuse. Tu te fiches vraiment de l'image que ça donne de moi. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Pas un chagrin d'amour, pas de la tristesse, de la clarté. Non, ai-je dit, je m'en fiche. Parce que tu ne t'es pas soucié de ce que je ressentais. Il a raccroché. Quand je suis descendue, Chris était au comptoir, un café à la main. Amy était assise à la table, l'expression déjà sévère, comme si elle en avait entendu assez à travers les murs. Laisse-moi deviner, a dit Amy. Il pense que c'est toi la méchante. Je me suis affalée sur une chaise. Il a dit que je l'avais laissé couvrir ma part, ai-je dit, encore sous le choc. Il a dit qu'il avait payé presque 200 dollars à cause de moi. Chris a cligné des yeux. Comment ça peut être de ta faute? Ça ne l'est pas, a dit Amy immédiatement. C'est mathématique. Il voulait que tu paies pour ce que tu n'as pas consommé. J'ai dégluti avec difficulté. Il ne le voit pas de cette façon. Chris a secoué la tête lentement. Nathalie, je déteste dire ça, mais ce n'est pas bon signe. Ce mot, signe, m'a frappé comme un signal d'alarme, car au fond de moi, je savais que le vendredi soir n'était pas la première fois qu'Ethan choisissait son image plutôt que moi. C'était juste la première fois qu'il le faisait devant un public. Pendant le week-end, Ethan m'a envoyé des SMS de temps en temps. Le ton est passé de la colère à la culpabilité. Je pensais que tu étais plus mature que ça. Les relations sont des compromis. Tu ne peux pas t'enfuir chaque fois que les choses deviennent difficiles. Je t'aime, mais tu es impossible. J'ai lu chaque message de la même manière que je lisais les mauvais contrats, en cherchant le coup caché. Et le coup était toujours le même. Reviens. Excuse-toi. Paye le prix. Rends-moi la vie facile à nouveau. Lundi matin, je suis allée travailler. Je me suis assise à mon bureau, essayant de me concentrer sur les appels des clients, les budgets, les prévisions. Mais mon cerveau ne cessait de rejouer le dîner, le sourire de Samantha, les rires, le murmure d'Ethan à mon oreille. À l'heure du déjeuner, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. « Salut, c'est Olivia de Vendredi. On peut se parler ?» Mon premier réflexe a été d'ignorer. Olivia était celle qui était arrivée en retard et qui avait serré tout le monde dans ses bras sauf moi. Pourquoi voudrait-elle parler maintenant? J'ai fixé le message jusqu'à ce que mon écran s'éteigne. Puis j'ai répondu, à quel sujet? La réponse est arrivée rapidement, à propos de Vendredi. À propos d'Ethan. S'il te plaît, juste un café. Contre mon propre jugement, j'ai accepté. Parce que la curiosité est son propre type de piège. Nous nous sommes rencontrés le mardi, après le travail dans un Starbucks près de mon bureau. Olivia était déjà là, assise de manière rigide, ses mains serrées autour d'un gobelet en carton comme si cela l'ancrait au sol. Elle semblait mal à l'aise, pas hautaine, pas amusée, juste mal à l'aise. J'ai commandé un café noir, je me suis assise en face d'elle et j'ai attendu. Elle n'a pas croisé mon regard au début. Puis elle a inspiré comme si elle avait retenu son souffle pendant des jours. Je me suis sentie vraiment mal pour Vendredi, a-t-elle dit. Je ne me suis pas radoucie. D'accord. Samantha peut être dure, a continué Olivia. Et quand Ethan est avec elle, il change. Cela m'a tordu l'estomac parce que cela confirmait ce que j'avais remarqué. J'ai gardé une voix égale. Ce n'est pas une excuse. Je sais, a-t-elle dit rapidement. Je n'essaie pas de l'excuser. Je voulais juste, elle s'est interrompue, déglutissant. Je voulais que tu saches que j'ai trouvé ça nul la façon dont elles t'ont traité. Je l'ai fixé. Puis la question est sortie plus brusquement que je ne l'avais prévu. Alors pourquoi n'as-tu rien dit? Le visage d'Olivia s'est crispé. Parce que je suis une lâche, a-t-elle admis. Parce que si je prenais ta défense, je deviendrais la cible. C'est comme ça que ça marche avec elle. J'ai senti un frisson dans mon dos. Soit tu en es, a-t-elle chuchoté, soit tu es dehors. Je me suis penchée en arrière, laissant ces mots pénétrer. C'est toxique, ai-je dit. Olivia a hoché la tête une fois, comme si le mot avait un goût amer. Ça l'est. Et je pense à m'éloigner d'elle depuis un moment. Vendredi a un peu scellé ma décision. Je l'ai étudiée attentivement. Alors, pourquoi me dis-tu ça?
Olivia a enfin levé les yeux. Son regard était sérieux maintenant. Parce qu'Ethan raconte à tout le monde que tu as piqué une crise pour rien, a-t-elle dit. Il dit que tu es parti en trombe en le laissant dans l'embarras. Et elle a hésité, puis a continué, il a posté quelque chose. Mon estomac s'est noué. Comment ça, il a posté quelque chose? La voix d'Olivia a baissé d'un ton. Sur Instagram, dimanche soir. C'est vague, mais tout le monde sait que c'est sur toi. J'ai eu la gorge sèche. Elle a sorti son téléphone, l'a fait glisser sur la table, et c'était là. Une publication sur le compte d'Ethan. Un petit poignard soigneusement formulé, sans me nommer directement, mais assez explicite pour que quiconque nous connaissant fasse le lien. Quelque chose sur le fait de voir le vrai visage de quelqu'un pour une broutille. Les commentaires étaient déjà brutaux. Des gens que je n'avais jamais rencontrés me traitaient de radine, d'immature, d'instable, de femme-enfant. Mes mains tremblaient pendant que je faisais défiler l'écran. Le pire n'était pas le jugement des étrangers, c'était la certitude derrière tout ça. Ethan n'était pas confus. Il n'était pas en conflit. Il construisait une histoire où j'étais le problème pour qu'il puisse rester le gentil. J'ai fixé le poste jusqu'à ce que ma vue se brouille, puis je me suis forcée à respirer. La voix douce d'Olivia m'a ramenée à la réalité. Je suis désolée, a-t-elle dit. Je pensais que tu devais savoir. Je lui ai rendu le téléphone d'un mouvement lent et contrôlé, comme si j'avais peur de briser quelque chose si je bougeais trop vite. Merci, ai-je réussi à dire. Puis je me suis levée, je suis sortie, je suis montée dans ma voiture et je suis restée assise là, sur le parking, les mains sur le volant, sentant une résolution s'installer au plus profond de moi. Pas de la tristesse, pas de la panique, une décision. Parce qu'Ethan ne s'était pas contenté de me trahir au dîner. Il m'avait trahi après. Il n'avait pas seulement manqué de me défendre, il avait essayé de me détruire. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, si je restais silencieuse, sa version deviendrait la vérité. Alors, je suis rentrée, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à rédiger ma réponse. Je n'ai pas écrit mon poste comme une tirade vengeresse. Je l'ai écrit de la même manière que j'écrivais des rapports de mission, clairs, factuels, impossibles à détourner si quelqu'un lisait vraiment les détails. Ce soir-là, de retour chez Chris et Amy, j'étais assise sur le bord du lit d'Amy, mon ordinateur en équilibre sur mes cuisses. La pièce était éclairée par une seule lampe qui rendait tout trop intime. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. Une partie de moi voulait tout supprimer et se terrer dans le silence, parce que le silence était ce que j'avais toujours privilégié. C'était plus facile, plus propre, moins désordonné que de combattre des gens qui ne voulaient pas la vérité. Ils voulaient une histoire qui protégeait leur ego. Mais ensuite, j'ai revu le poste d'Ethan dans mon esprit. Cette autosatisfaction, ce flou calculé. La section des commentaires remplie d'étrangers me traitant de radine, comme si ma dignité avait un prix. Et quelque chose en moi s'est endurci. J'ai commencé à taper. Je ne l'ai pas nommé. Je n'ai pas nommé ses amis. Je n'ai pas utilisé de langage dramatique. J'ai écrit exactement ce qui s'était passé. Le dîner chic, les piques constantes, les moqueries, les 3 bouteilles de vin, l'exigence de partager l'addition équitablement. Mon refus de subventionner ce que je n'avais pas consommé. Ethan me murmurant à l'oreille, « Pars, paye juste ta part. » Puis j'ai conclu par une phrase, « Connaissez votre valeur, et ne laissez personne vous traiter comme un distributeur automatique tout en se moquant de vous. » J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient stables. Puis j'ai cliqué sur « Publier ». À l'instant où c'est devenu public, j'ai ressenti une bouffée de nausée, comme si j'avais sauté d'un rebord et que je venais seulement de me rappeler que la gravité existe. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai jeté à côté de moi, en me jurant de ne pas regarder. J'ai tenu 7 minutes. Quand je l'ai déverrouillé à nouveau, les notifications ont envahi mon écran comme de l'eau s'engouffrant par une brèche. Commentaires, messages directs, mentions « j'aime », partage, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années, des collègues, d'anciens camarades de classe, même l'assistante d'un client qui me suivait apparemment pour des conseils sur l'équilibre vie pro-vie perso. Les messages n'étaient pas subtils. Bravo à toi. Ce ne sont pas des blagues. C'est du harcèlement. Ton petit ami n'a aucun courage. Je suis fière que tu sois parti. Ne partagez jamais l'addition équitablement si vous n'avez pas consommé la même chose. Il voulait un sponsor, pas une petite amie. Je les lisais la gorge serrée, clignant des yeux, car la validation n'était pas le but recherché. Mais il était frappant de voir à quel point le monde voyait rapidement ce qu'Ethan prétendait ignorer. La vérité était évidente. Il ne voulait juste pas qu'elle le soit. 1 heure après mon poste, mon téléphone a sonné.
Ethan. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Sa voix a jailli comme s'il avait approché une allumette d'un bidon d'essence. C'est quoi ton putain de problème? Je n'ai pas bronché cette fois. Mon problème? Ai-je demandé calmement. Tu m'as fait passer pour un monstre, a-t-il hurlé. Les gens savent que c'est de moi qu'on parle. Tu as posté le premier, ai-je dit. Tu m'as fait passer pour la méchante. J'ai donné ma version. Tu n'avais pas besoin de le faire publiquement. J'ai expiré lentement. Tu l'as rendu public quand tu as posté cette petite mise en scène larmoyante et vague et que tu as laissé des étrangers me démolir, ai-je dit. Tu ne les as pas arrêtés, Ethan. Tu as aimé des commentaires. Tu as laissé faire. Son silence fut glacial. Puis il dit, d'une voix plus basse mais venimeuse, supprime ça. Maintenant. Tu es en train de gâcher ma vie. J'ai failli rire. Tu es en colère parce que j'ai dit la vérité, ai-je dit. Si la vérité gâche ton image, peut-être que ton image était construite sur quelque chose de pourri. Il a émis un son, entre le grognement et le ricanement. Il faut toujours que tu aies raison. Non, ai-je corrigé doucement. J'ai juste enfin arrêté de me taire. Il a raccroché. Et puis, le couvent est venu s'en prendre à moi. Ce n'était pas qu'un seul message. C'était un flot coordonné, comme si elles avaient tout attendu le signal. Samantha, tu es pathétique. Lorraine, Ethan est trop bien pour toi. Mia, j'espère que l'attention en valait la peine. Jenna, tu es embarrassante. Grandis un peu. Et le pire, encore Samantha, tu devrais être reconnaissante qu'Ethan te supporte. J'ai fixé cette phrase jusqu'à ce que ma peau me semble trop étroite. Reconnaissante, comme si l'amour était une charité. Comme si le respect était optionnel. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas défendue. Je n'ai pas supplié. Je les ai bloqués une par une. Samantha, bloquée. Lorraine, bloquée. Mia, bloquée. Jenna, bloquée. Mon pouce a hésité sur le nom d'Olivia. Olivia ne m'avait plus envoyé de message après le café. Peut-être qu'elle avait peur. Peut-être qu'elle se sentait coupable. Peut-être qu'elle regrettait de m'avoir prévenue. Mais elle avait fait une chose que personne d'autre n'avait faite, elle m'avait dit la vérité. Je ne l'ai pas bloquée. Pas encore. 2 jours plus tard, le mercredi après-midi, j'ai fait ce que j'évitais de faire. Je suis retournée à l'appartement. Pas de nuit, pas de manière dramatique, pas avec Ethan m'attendant pour une confrontation. J'y suis allée quand je savais qu'il serait au travail. Je me suis garée à 2 pâtés de maison et j'ai fait le reste du chemin à pied, le cœur battant comme si je commettais un crime. L'immeuble avait le même aspect, le hall d'entrée avait la même odeur, mais tout semblait différent, comme si le monde avait légèrement basculé et que j'étais la seule à l'avoir remarqué. Quand j'ai déverrouillé la porte, le clic familier m'a tordu l'estomac. À l'intérieur, l'appartement était calme. Trop calme. Les chaussures d'Ethan étaient alignées près de la porte comme il aimait. Sa veste était accrochée au porte-manteau. Les coussins du canapé étaient disposés avec cette netteté forcée qui me donnait toujours l'impression de devoir bien me tenir dans mon propre foyer. Je suis restée là 1 seconde, à respirer. Puis j'ai bougé. Je suis allée directement dans la chambre d'amis, mon coin bureau, l'endroit où je travaillais tard le soir pendant qu'Ethan jouait sur son téléphone, n'écoutant qu'à moitié mon stress. Mes affaires étaient toujours là. Mon écran, mes carnets, mon agenda, ma boîte de documents personnels que je gardais organisée parce que je ne faisais pas confiance au chaos. J'ai commencé à emballer, sans colère, sans hâte, avec efficacité. Des vêtements, des livres, des accessoires d'ordinateur, des souvenirs personnels. Et puis, la seule chose dont je n'avais même pas réalisé l'importance avant que mes doigts ne la touchent. Une photo encadrée de moi et d'Ethan lors de ce barbecue où nous nous étions rencontrés. Nous sourions comme si nous pensions que l'avenir était sans danger. Je l'ai fixé pendant un long moment. Puis je l'ai retourné face contre terre dans le carton. J'en étais à la moitié du rangement de mon tiroir de bureau quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Mon sang s'est glacé. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé, il n'est pas censé être à la maison. Puis la voix d'Ethan a résonné dans la pièce. Natalie. Je me suis figée. Des pas. Puis il est apparu dans l'encadrement de la porte de la chambre d'amis, portant son badge de travail et la même expression qu'il avait chez Milos quand j'avais compté mes $50. Agacé, comme si j'avais ruiné quelque chose qu'il s'attendait à contrôler. Son regard a balayé les cartons, le placard ouvert, mon sac sur le sol. Alors c'est ça? A-t-il dit, la voix serrée. Tu fais vraiment ça? Je n'ai pas détourné le regard. Oui. Il s'est approché, s'arrêtant juste à l'entrée. Tu pars pour un simple dîner,
a-t-il dit, comme s'il présentait l'argument le plus simple du monde. J'ai senti quelque chose se stabiliser en moi. Non, ai-je dit. Je pars à cause de ce que ce dîner a révélé. Il a ricané. Oh mon Dieu, tu es encore là-dessus. Je me suis levé lentement, gardant un ton mesuré. Ethan, tes amis se sont moqués de moi pendant des heures, ai-je dit. Et tu as ri avec elle. Elle plaisantait. Ce n'étaient pas des plaisanteries, ai-je répondu. Et même si ça l'était, pourquoi étais-je la tête de Turc? Pourquoi étais-je la seule censée encaisser? Il a ouvert la bouche, mais je ne l'ai pas laissé m'interrompre. Et quand je ne l'ai pas toléré, ai-je continué, tu n'as pas demandé si j'allais bien. Tu n'as pas dit « je suis désolé ». Tu as dit que je t'avais fait honte. Sa mâchoire s'est contractée. Tu l'as rendu public, a-t-il lâché. Tu n'avais pas besoin de poster ça. Tu as posté le premier, ai-je dit d'une voix basse. Tu m'as transformée en méchante pour protéger ton image. Ses yeux ont vacillé, une infime trace de culpabilité. Ou peut-être juste de la colère d'être acculée. J'avais besoin d'évacuer. Tu recrutais des alliés, ai-je dit. Tu n'évacuais pas. Tu construisais une histoire où je suis le problème pour pouvoir éviter de prendre tes responsabilités. La voix d'Ethan a monté. J'ai payé presque $200 à cause de toi. Je l'ai regardé comme s'il avait dit quelque chose d'obscène. Non, ai-je dit doucement. Tu as payé presque $200 parce que tu as choisi l'approbation de Samantha plutôt que l'équité la plus élémentaire. Celle-là a fait mouche. Je l'ai vu encaisser. Il a fait un pas en avant, puis s'est arrêté, comme s'il ne savait pas s'il voulait argumenter ou supplier. Sa voix s'est à peine adoucie. Je t'aime, a-t-il dit. Et peut-être que dans sa tête, il le croyait. Mais l'amour sans respect n'est que de la possession. J'ai secoué la tête. Non, tu ne m'aimes pas, ai-je dit. Parce que si tu m'aimais, tu m'aurais soutenu vendredi. Ses yeux ont brillé comme s'il cherchait de la sympathie. Je ne lui en ai pas donné. J'ai scotché le dernier carton, je l'ai soulevé et je suis passé devant lui. Il s'est écarté sans me toucher, et ce fut la chose la plus honnête qu'il ait faite depuis des semaines. Sur le comptoir, j'ai posé ma clé. À côté, j'ai laissé un mot, je serai complètement parti d'ici la fin du mois. Nous pourrons discuter du bail par l'intermédiaire du propriétaire. Ethan l'a lu, respirant fort. Tu as vraiment fini, a-t-il dit, la voix se brisant sur le dernier mot. Je me suis arrêté à la porte. Pas parce que j'hésitais. Parce que je faisais le deuil de la version de lui que j'avais aimée. J'ai fini, ai-je dit. Et ce n'était pas soudain. C'est juste que tu ne faisais pas attention. Puis je suis sorti. Et pour la première fois depuis vendredi, je n'ai pas regardé en arrière. 6 semaines plus tard, ma vie était plus calme. Pas vide, pas solitaire, juste apaisée. J'habitais toujours chez Chris et amis, mais j'avais déjà visité 3 appartements. L'un avait trop de moquettes. L'autre avait vue sur un mur de briques. Le 3e avait de grandes fenêtres et assez de lumière pour que je puisse m'imaginer y respirer. Je devais signer le bail la semaine suivante. Les cartons provenant de l'appartement d'Ethan étaient empilés proprement dans un coin de la chambre d'amis, étiquetés et organisés, car même un chagrin d'amour ne me rendait pas négligente. Le travail était redevenu mon ancrage. Les chiffres avaient un sens. Les projections suivaient une logique. Les résultats pouvaient être modélisés, ajustés, améliorés. Les gens, beaucoup moins. Mais j'avais appris quelque chose d'important. Quand les gens vous montrent à quel point ils vous respectent peu, croyez-les dès la première fois. Ethan m'a envoyé un SMS 2 semaines après mon départ. C'était long, soigneusement écrit. Le genre de message qui semble réfléchi jusqu'à ce qu'on le lise 2 fois. Il parlait de réflexion, de moments d'apprentissage, de la façon dont les choses avaient dégénéré trop vite. Il n'a jamais dit « je suis désolé ». Ni pour avoir ri aux blagues, ni pour le murmure à table, ni pour le post Instagram. Il m'a demandé si nous pouvions nous voir pour discuter des choses comme des adultes. J'ai fixé le message pendant 1 minute entière. Puis j'ai tapé 2 mots, non, merci. Et je l'ai bloqué. Le couvent n'a pas survécu sans un méchant contre qui s'unir. Je l'ai appris par des amis communs, puis plus tard par Olivia, qui a fini par m'envoyer de brèves excuses et une mise à jour encore plus brève. Sans moi pour servir de bouc émissaire, les fissures sont apparues. Samantha et Lorraine se sont disputées pour une broutille qui est devenue personnelle très vite. Mia a pris parti. Jenna a arrêté de répondre aux messages du groupe. Olivia a officiellement pris ses distances. Apparemment, Ethan s'est beaucoup reposé sur elle après mon départ, se plaignant, s'effondrant, cherchant une validation.
Elles se sont lassées de lui. Il y a quelque chose de sombrement poétique à voir une hiérarchie s'effondrer lorsqu'elle perd sa cible préférée. Mon poste était toujours là. Je ne l'ai jamais supprimé. Tous les quelques jours, quelqu'un de nouveau commentait ou m'envoyait un message. Pas pour créer du drame, mais par reconnaissance. Ça m'est arrivé aussi. J'aurais aimé avoir ton courage. Merci d'avoir mis des mots sur quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Je ne répondais pas à tous, mais je les lisais tous, sans exception. Un jeudi soir, après une longue journée de réunions et d'appels clients, j'ai accepté de prendre un café avec quelqu'un que j'avais rencontré sur Inge. Rien de sérieux, aucune attente. Elle s'appelait Daniela Ruiz. Elle enseignait la biologie au lycée et riait facilement. Le genre de rire qui n'a pas besoin de l'approbation de l'Assemblée. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café à mi-chemin entre nos quartiers. Nous avons parlé du travail, du stress, de la fatigue d'être compétente dans un monde qui le ressent parfois avec amertume. Quand l'addition est arrivée, elle a tendu la main en même temps que moi. On partage ? A-t-elle demandé naturellement. J'ai souri. Oui, ai-je dit. Nous avons chacune payé nos boissons. Pas de tension, pas de test, pas de calcul de score. C'était rafraîchissant. On m'a demandé si je regrettais la façon dont j'avais géré le vendredi soir. Si j'aurais aimé simplement payer le surplus pour garder la paix. Je donne toujours la même réponse. Ce n'était pas une question d'argent. Ça ne l'a jamais été. C'était une question de respect. C'était le moment où j'ai réalisé qu'on attendait de moi que je m'efface pour que d'autres puissent se sentir puissants. Et le moment où j'ai choisi de ne pas le faire. Le propriétaire m'a permis de résilier le bail prématurément. Ethan pouvait se le permettre seul. Il était furieux, selon des amis communs. Mais il n'y avait rien qu'il puisse faire. Les conséquences se moquent de vos sentiments. Parfois, tard le soir, je pense encore à la fille que j'étais avant ce dîner. Celle qui souriait malgré l'inconfort. Celle qui pensait qu'être accommodante était la même chose qu'être aimée. Elle ne me manque pas. Je lui suis reconnaissante, car elle est entrée dans ce restaurant en croyant qu'elle avait besoin d'être acceptée, et elle en est sortie en sachant qu'elle méritait mieux. Je n'ai pas perdu un petit ami. J'ai perdu un futur où j'aurais passé mon temps à m'excuser d'exister. Et ce n'est pas une perte. C'est la liberté.